Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à la machine carrière de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux moyennement complexe à résoudre. En effet, celle-ci se base sur l'énumération SNMP, l'injection de commandes et le détournement de trafic via BGP. Comme d'habitude, nous commençons par un scan Nmap afin d'énumérer les ports ouverts sur la machine. Cependant, dans le cas présent, le scan a déjà été exécuté afin de gagner du temps. De plus, un second scan sur les 10 ports UDP les plus communs a également été exécuté. Ici, du côté TCP, nous avons les ports 21, 22 et 80. Nous pouvons par ailleurs constater que le port 21 est filtré. Pour ce qui est des ports UDP, nous avons le 67 correspondant au service DHCP et le 161 correspondant au service SNMP. Ce dernier est intéressant car il semble que nous soyons en mesure d'y accéder avec la chaîne de communauté publique. Cependant, dans un premier temps, nous allons commencer par analyser le service web. Nous allons donc ouvrir notre navigateur et activer notre proxy burp afin de capturer les requêtes HTTP que nous allons effectuer. Ici, le site présente une page d'authentification ainsi que deux codes d'erreur, 45007 et 45009. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas encore d'informations à propos de ce qu'ils signifient. Afin de pousser un peu plus loin notre analyse, nous allons donc retourner sur notre terminal et exécuter GoBuster afin d'effectuer une énumération de répertoire. Au bout de quelques secondes, nous pouvons déjà observer plusieurs résultats intéressants, notamment Tools, Doc et Debug. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et commencer par explorer le répertoire Tools. Ce dernier contient un fichier nommé remote.php. Cependant, lorsque l'on clique dessus, la page nous renvoie le message License Expired, Exiting. Probablement une fausse route. Nous allons donc changer de répertoire et nous diriger dans /debug. Ici, celui-ci nous redirige vers la page php-info. Bien que celle-ci puisse contenir des informations intéressantes sur la machine, cela ne va pas nous aider pour la suite des événements. Enfin, nous allons explorer le répertoire doc. Celui-ci contient les fichiers diagramfortac.png et errorcodes.pdf. Nous allons donc commencer par ouvrir le fichier image. Ici, celui-ci ressemble à ce qui s'apparente à un diagramme réseau à haut niveau. Aussi, l'usage du terme AS laisse à penser que l'on parle du protocole de routage BGP. En effet, pour votre information, BGP ou Border Gateway Protocol est le protocole qui relie les réseaux d'Internet, aussi appelé AS, ou système autonome. Chaque AS gère ses propres routes et BGP échange ces informations pour choisir les meilleurs chemins afin que les données circulent de manière efficace. Dans le cas présent, nous ne savons pas encore à quoi ce diagramme va nous servir, mais nous allons le garder de côté. Pour ce qui est du fichier PDF, il s'agit d'une liste de codes d'erreur et de leur description. Ceci est particulièrement intéressant car il s'agit probablement d'une documentation relative à la page d'authentification que nous avons rencontrée précédemment. En effet, nous avons la description des codes 45007 et 45009. Ici, le premier indique une licence expirée ou invalide et le second explique que le mot de passe du compte admin n'a pas été configuré et qu'il correspond donc au numéro de série du châssis. Sachant que nous avons accès au service SNMP de la machine et que ce type d'information est généralement accessible sur ce dernier, il ne nous reste plus qu'à découvrir l'OID correspondant. Après une rapide recherche sur Internet, nous obtenons facilement la valeur correspondante. Nous allons donc retourner sur notre terminal et faire usage de la commande snmp walk avec les paramètres -c public pour la chaîne de communauté et -v 2c pour la version de SNMP à utiliser. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir le numéro de châssis. Il est à noter que dans le cas présent, la valeur se situe après SN dièse. Maintenant, nous allons retourner sur notre navigateur et tenter de nous connecter sur la page d'authentification. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un accès sur l'interface d'administration. Ici, l'onglet Dashboard ne semble pas fournir beaucoup d'informations. Nous allons donc ouvrir le menu Tickets. L'interface contient plusieurs tickets de support, dont certains semblent intéressants. Par exemple, le ticket numéro 6 indique que Castcom, l'un des AS identifiés dans le diagramme réseau vu précédemment, a des problèmes d'accès à 3 sous-réseaux, notamment le 10.120.15.0. En effet, ce dernier semble contenir un serveur FTP auquel un VIP tente d'accéder. Nous allons donc garder cela en mémoire. Pour ce qui est du reste de l'application, nous avons également accès au menu Diagnostic. Ce dernier contient un bouton nommé Verify Status sur lequel nous allons cliquer. Ici, le résultat ressemble fortement à une sortie de la commande PS qui permet de lister les processus. De plus, celui-ci fait référence à Quagga, un logiciel libre qui implémente plusieurs protocoles de routage réseau, incluant BGP.
Ce dernier permet notamment de faire de l'expérimentation ou pour déployer des routeurs logiciels dans des environnements de production légers. Il y a donc fort à parier que la machine simule différents AS via l'usage de celui-ci. Cependant, nous n'avons toujours pas d'accès. Il va donc falloir pousser nos recherches un peu plus loin. Pour ce faire, nous allons ouvrir notre interface Burp et analyser la requête effectuée par la fonction Verify Status. Ici, nous pouvons constater que cette dernière envoie une valeur en base 64 via le paramètre check. Si l'on décode la valeur, nous pouvons voir qu'il s'agit de Quagga. La fonction pouvant éventuellement permettre l'injection de commandes, nous allons donc envoyer la requête dans Repeater et modifier la valeur du paramètre check. Afin de tester notre théorie, nous allons simplement ajouter un point-virgule suivi de la commande ls et encoder le tout en base 64. Suite à l'envoi de la requête, nous pouvons constater que le serveur répond avec le résultat de la commande ls. Nous avons donc bel et bien la capacité d'injecter des commandes dans le paramètre check. Notez cependant qu'il est important de garder la commande Quagga avant notre injection, sinon cela ne fonctionnera pas. Afin d'obtenir un shell sur la machine, nous allons donc retourner sur notre terminal et démarrer un listener à l'aide de netcat. Suite à cela, nous allons retourner sur Burp et insérer un reverse shell dans le paramètre check. Encore une fois, il ne faudra pas oublier d'encoder la variable en base 64. Suite à l'envoi de notre requête, si l'on retourne sur notre terminal, nous pouvons constater que nous avons un accès distant en tant que route sur la machine. Nous pouvons donc récupérer le flag utilisateur. Malheureusement, nous ne sommes pas route sur l'hôte. Nous allons donc commencer à explorer la machine à la recherche d'informations. Si l'on commence par inspecter les interfaces réseau accessibles, nous en avons plusieurs. Nous sommes donc très certainement sur l'AS 100. De plus, en exécutant la commande netstat, nous pouvons par ailleurs voir les communications BGP via le port 179. Aussi, si l'on inspecte le contenu de crontab, nous avons un script nommé restore.sh, s'exécutant toutes les 10 minutes. Ce dernier semble contenir une routine de restauration de la configuration réseau. Les changements que l'on appliquera sont donc temporaires. Nous avons également le fichier de configuration correspondant à BGP. Si l'on regarde celui-ci, nous pouvons voir que nous sommes effectivement l'AS100. Nous avons également les routes que nous annonçons aux AS200 et 300. Notons que 10.78.10.2 est l'AS200 ou Zaza Telecom et que 10.78.11.2 est l'AS300 ou Cascom. Bon, que faire de tous ces détails ? Après un peu de réflexion, la prochaine étape est probablement la capture des identifiants FTP dont parlait le ticket que nous avons découvert plus tôt. Mais comment faire ? Eh bien c'est très simple, nous allons mentir aux autres AS et dire que le serveur se trouve sur notre AS. Ce type d'attaque se nomme le BGP hijacking. L'idée est d'annoncer via BGP que l'on possède des adresses IP ou des routes qui ne nous appartiennent pas. Cela trompe les autres réseaux qui redirigent alors le trafic vers notre machine au lieu du véritable destinataire. Cependant, cela amène une autre question. Sachant que nous allons avoir une vraie route et une fausse route menant au FTP dans notre réseau, comment s'assurer que notre route soit choisie ? Ici, nous pourrions passer plusieurs heures à expliquer le concept de routage, mais pour faire court, lorsque vous voulez accéder à un site internet, il y a généralement plusieurs chemins afin de garantir la redondance. Cependant, afin de sélectionner le meilleur chemin, il existe une métrique associée à chacun des liens. Cette métrique est calculée sur des variables comme la vitesse, la priorité ou encore la taille du masque réseau. Pour ce dernier, le routeur va appliquer une règle nommée le Longest Prefix Match, en français celle avec le masque le plus précis. Si le sous-réseau contenant le serveur FTP est annoncé avec un /24, il nous suffit de l'annoncer avec un /25, c'est-à-dire un masque plus précis. Dans le cas présent, nous pouvons confirmer cela en consultant le résultat de la commande route. Ici, nous pouvons voir que l'AS200 et 300 annoncent le sous-réseau 10.120.15.0 avec un /24. La prochaine étape est de trouver l'adresse du FTP. Nous allons donc rapidement scanner le sous-réseau contenant le serveur FTP afin d'identifier les hôtes. Ici, nous avons deux machines. Si l'on tente de se connecter sur la première, nous obtenons un Connection Refused. Cependant, en nous connectant sur la seconde, nous pouvons voir que le serveur nous demande un mot de passe après avoir inséré le nom d'utilisateur. Maintenant que nous avons identifié l'IP du serveur FTP, nous allons modifier la configuration de notre routeur afin d'annoncer une fausse route. Avec le logiciel Quagga, il faut utiliser la commande vtysh pour accéder au routeur. Une fois cette opération effectuée, nous pouvons exécuter la commande showIP-bgp-summary afin de voir les AS avec lesquels nous partageons des informations de routage. Pour modifier notre configuration, nous allons entrer la commande conft puis routeur BGP100 afin de modifier la configuration BGP.
Suite à cela, nous allons insérer la commande network 10.120.15.0/25 afin de dire aux autres AS que nous avons un meilleur chemin vers ce sous-réseau. Enfin, nous allons sortir du mode de configuration avec la commande end et sauvegarder la configuration avec la commande write. Après être sorti du routeur, il nous faut également une interface disposant de l'IP du serveur FTP, sinon nous ne recevrons pas de connexion. Nous allons donc configurer une interface réseau avec l'IP du serveur FTP. Enfin, nous allons simuler un serveur FTP à l'aide de Netcat. Il est à noter que les codes renvoyés par la commande echo correspondent respectivement à commande OK et username OK. Ceci permet d'indiquer à l'utilisateur qu'il peut insérer son mot de passe. Suite à cela, nous pouvons voir que notre attaque a réussi et que nous avons bien reçu les identifiants de l'utilisateur. Le nom de l'utilisateur correspondant à un compte nommé root, nous allons faire usage de ceci et tenter de nous connecter sur la machine via SSH. Si tout se déroule correctement, nous devrions être en mesure de nous connecter et de lire le flag root. Il faut tout de même noter que la méthode utilisée n'est pas très propre et que dans l'idéal, nous aurions pu faire un man in the middle complet afin de rediriger le trafic vers la destination légitime. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.